Chers compatriotes, lorsqu'on s'engage dans cette voie d'échanger de temps en temps avec les frères, de faire une analyse de ce qui se passe chez nous, de donner quelques visions et quelques vues, il est difficile de s'en soustraire, même si c'est vrai qu'en ce moment, je dois avouer que le temps me manque, mais il y a la pression populaire de ceux qui se sont habitués à avoir cet éclairage de ma part qui me pousse à venir vous parler en quelques mots de la situation telle qu'elle est en train de se passer. Je veux faire allusion à cet article du journal Libération qui épingle encore une fois M. Denis Sassou Nguesso, ses proches, son clan et son régime pour des détournements massifs d'argent, pour des rétrocommissions perçues par un chef d'État. J'ai même de la peine à le dire parce que c'est douloureux, c'est honteux. Denis Sassou Nguesso est un adulte, hein, c'est un adulte, il a l'âge de mes parents par exemple, et c'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on vient pour épingler un père de famille comme ça, mais c'est tellement touchant qu'on ne peut pas faire comme si rien n'était parce que c'est extrêmement grave. Vous avez constaté qu'à travers le monde, ce genre de kleptocratie tel qu'il en existait dans les années 70 ou 80, vous aviez aux Philippines, il y avait la famille Marcos, vous aviez en Iran, le Shah d'Iran, qui détournait des sommes astronomiques pour se payer une vie de luxe. Vous avez constaté, pour ceux qui regardent l'actualité sur le long terme, que tous ces abus, que tous ces excès ont progressivement diminué. On arrive à retrouver des traces de présidents qui ont mis un peu d'argent de côté, mais bon, ça n'a plus la même ampleur que du temps de Mobutu avec des châteaux en Suisse, avec des biens par-ci par-là, du temps d'Houphouët-Boigny où on parlait on le classait parmi les hommes les plus riches du monde, pas les chefs d'État, mais les hommes les plus riches du monde. Toutes ces histoires-là ont disparu parce que il y a une plus grande prise de conscience mondiale, il y a un meilleur respect des populations, il y a des choses qui se font de manière beaucoup plus officielle, beaucoup plus sérieuse. Si un président estime qu'il ne gagne pas assez, d'autant que je rappelle encore que le salaire du président congolais est totalement inconnu, c'est un secret de polichinelle. Il se l'octroie lui-même, il se le verse lui-même, on ne sait pas combien il touche, mais enfin s'il estime que ce n'est pas suffisant, s'il va avoir une retraite particulière, on vote une loi sur la retraite des chefs de l'État. Mais un président de la République qui va détourner de l'argent, qui va mettre en place un système de rétrocommission dans lequel il doit percevoir 10% de l'argent volé après avoir passé près de 40 ans au pouvoir dans un système totalement obscur où lui seul sait comment il fait pour s'engraisser, continuer, ne pas s'arrêter de voler. On a l'impression que ça atteint des niveaux pathologiques. Vraiment, j'essaie de rester le plus poli possible, mais c'est une situation extrêmement pénible, extrêmement pénible. On aurait pu se dire, voici un homme qui est au pouvoir depuis autant d'années, qui a eu le temps d'assouvir tous ses plaisirs. Denis Sassou Nguesso va avoir 80 ans cette année, à 80 ans, puisqu'il est né vers 1943, bien qu'il s'est inventé en cours de route une date de naissance en novembre. Bon, ben, pourquoi pas? Tout le monde peut vouloir avoir un jour particulier dans lequel il fête son anniversaire, mais enfin, Denis Sassou Nguesso a 80 ans. À cet âge-là, il a tout vu. Il a tout essayé, il a tout goûté, mais quelle est cette manie de continuer à vouloir encore avoir plus d'argent? Mais les stocks qu'il a sont déjà très importants. Aucun Congolais n'a jamais eu autant de réserves avec lui. Et tout président de la République qu'il est, titre qui est intimement associé aux honneurs qui doivent aller avec, il le déshonore totalement parce que chaque fois que vous vous déplacez, les États étrangers font une fiche pour savoir qui vient. C'est pas ce que les opposants racontent tous les jours, c'est pas ce que vous racontez dans vos médias qui vous sont affiliés, non. Chaque pays tient une fiche pour savoir qui vient, qui entre chez lui, qui va rencontrer notre chef, qui va rencontrer notre ministre, et c'est ce genre d'éléments qui se trouvent dans ces fiches-là. Même si on ne vous en parle pas, même si on ne vous le dit pas, c'est dégradant, c'est humiliant, c'est triste. Et au peuple congolais,
J'aimerais juste dire que voilà. Voilà par quoi nous sommes gouvernés. Voilà comment nous sommes conduits. Voilà avec quelles mauvaises intentions les gens qui prétendent nous gouverner, qui ont arraché ce pouvoir avec force, il y a de cela 25 ans, bientôt 26, nous gouvernent. Voilà pourquoi les gens sont jetés en prison, parce qu'ils menacent ce pouvoir. Lorsque vous êtes candidat contre ce pouvoir, que vous avez la moindre chance de gagner, vous êtes balancés en prison parce qu'ils ont encore envie de voler. Mais quelle est donc cette manie? Quelle est donc cette maladie? Quel est donc ce besoin d'argent et d'enrichissement qui ne s'arrête pas? Quelle est donc cette pathologie? Est-ce qu'elle peut se soigner? Je me pose des questions. Je me pose des questions. Ça devient du vol pour le plaisir, du vol pour l'habitude, du vol pour la nature, du vol pour la culture. C'est un vol épidermique que M. Sassou Nguesso organise, gère et crée au Congo. Mais vous, peuple congolais, est-ce que vous êtes devenus malades à accepter de vous faire voler, de vous faire piller, de vous faire manquer de respect? Parce que lui n'a plus de respect, il n'est plus respectable à travers le monde, ça déteint sur le peuple congolais. Mais est-ce qu'on doit continuer à accepter ça? Moi, je pense que non. Il faut s'organiser pour trouver un moyen de bouter ces gens dehors. Attention, n'attendez pas, n'espérez pas simplement sur la disparition naturelle d'un homme qui, il est vrai, est devenu extrêmement vieux et ne restera pas aussi longtemps que ça. N'attendez pas que ça, parce que il y a toute cette seconde classe qu'il a formée dans le vol, qu'il a formée dans le mépris du peuple, qu'il a formée dans l'enrichissement pathologique permanent et qui ne s'arrête jamais, qui risque de venir le prendre à votre place. Donc il est important que vous ayez vos leaders, que vous soyez derrière eux, que vous puissiez les écouter, que le jour J, le jour venu, quand ils vous diront c'est le moment, que vous appliquez ce qui vous sera demandé. Parce que ces gens-là, en dehors de cette manière de voler, cette kleptomanie pathologique qui les caractérise, où ils ont vendu toute forme d'honneur, eux n'ont plus aucune honte, ces gens-là ont quoi à vous proposer? Ont quoi à vous donner? Le Congo ne marche pas. Rien de ce qu'on essaie de faire ne marche. Vous savez, le problème de fond, regardez l'électricité. Il y a des moments où on vous dit que ça s'arrange, il y a des moments où ça ne s'arrange pas. Le coût de l'électricité est tellement élevé que la plupart des Congolais n'arrivent pas à le payer. Combien de familles sont aujourd'hui couvertes par l'électricité au Congo? Très peu. La raison de fond, c'est qu'on ne fait pas les investissements nécessaires, mais pour faire ces investissements-là, est-ce que l'argent de l'État peut suffire? Non. Je vais vous dire un petit secret. Dans les pays développés, qui ont des systèmes électriques qui marchent, où on fait des investissements qu'il faut, qui ont des barrages hydroélectriques, que ce soit des centrales nucléaires ou toute autre forme d'énergie importante capable de nourrir toute une population, les investissements sur cette énergie sont tenus et sont financés par les grosses entreprises. C'est parce qu'il y a de très grosses entreprises qui ont besoin d'électricité pour fonctionner, des industries, des chemins de fer, vraiment des villes, des très grosses industries. C'est eux qui payent le gros de la facture électrique. Ce que payent les populations représente parfois jusqu'à 20 ou 30% de cette facture énergétique. Mais c'est la grosse partie que peuvent donner les grandes entreprises qui permettent d'entretenir un système. C'est comme si notre éclairage de maison, nos petits branchements de nos télévisions, de nos petites capacités à utiliser, de nos petits besoins, de nos envies à utiliser l'électricité, ça vient en bout de chaîne. C'est pas le gros, c'est pas ça qui rapporte principalement aux compagnies électriques. C'est pas avec ça qu'on est capable d'aller construire des barrages, des projets électriques qui parfois coûtent des dizaines de milliards d'euros. Ce qui permet de le faire, c'est la consommation des entreprises, de ces grandes entreprises, de ces grandes industries qui utilisent énormément de force électrique. Ben, ces choses-là, nous n'en avons pas chez nous. C'est ça qu'ils ne vous disent pas. Ces choses-là, nous n'avons pas chez nous. Vous voyez une entreprise comme Renault. Renault a tellement besoin d'électricité. Si elle va s'implanter quelque part, ben, elle est capable de s'entendre avec EDF, hein, Électricité de France, et de dire, écoutez, nous, on a besoin de plus d'électricité. EDF lui répond que non, nous, on ne peut pas, nous font un investissement de 5 milliards là-dessus. Et Renault dit, écoutez, moi, je vous les prête et vous allez construire des centrales nucléaires qu'il faut.
Qui peut le faire au Congo? Le particulier? Vous avez demandé à chaque particulier que pour réparer les questions électriques, pour avoir un nouveau réseau, même de l'eau, pour avoir un nouveau réseau de l'eau, nous avons besoin que vos factures que vous payez aujourd'hui, que vous les payez sur 10 ans d'avance. Comme ça, cette avance nous permet de faire les travaux nécessaires. Qui peut le faire? Qui peut aller? Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans les pays développés, dans les pays où ça marche. Donc, l'eau, c'est pareil. Je n'ai pas donné l'exemple par hasard. Hein. Les barrages hydroélectriques sont faits pour aussi. Il y a les grandes industries qui les consomment, qui payent énormément. Rien que le système reprenant avec l'électricité, le système de refroidissement des centrales électriques utilise énormément d'eau et a besoin de barrages. Et donc tout ça, les villes d'à côté, quand on va mettre un barrage de ce genre-là, les villes d'à côté vont en profiter dans la distribution d'eau. Pourquoi je parle de cela? C'est parce que ce régime ne met pas en place les éléments nécessaires pour que le peuple puisse vivre. Il ne s'agit pas de dire allez mettre l'électricité, allez mettre de l'eau. Non, il s'agit de créer de véritables industries qui sont, elles, les véritables grandes consommatrices de ces besoins et que le peuple puisse en profiter, mais en second lieu, et qu'il puisse payer moins parce qu'il y a déjà des grandes entreprises qui payent beaucoup. Tout ça n'a pas été mis en place. Ça fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir, vous ne les entendrez jamais parler de ça, que la consommation des individus est allégée lorsque devant il y a des industries qui consomment. Mais ces industries aussi, c'est une bonne chose puisque c'est même ces individus qui vont payer leurs petites factures d'électricité, qui vont payer leurs petites factures d'eau, travaillent aussi dans ces grandes industries-là qui, elles, payent les grandes factures d'eau, les grandes factures d'électricité. Mais cela, ce sont des planifications, ce sont des visions qui sont complètement absentes d'eux. Les choses doivent être donc vues dans cette globalité. Nous ne résoudrons pas nos problèmes du quotidien si nous ne résolvons pas les grands problèmes. L'industrialisation de notre pays, l'emploi, toutes ces questions. Je peux donner un autre exemple, les transports. Les transports. Est-ce que vous savez que les transports publics, dans un pays comme la France, le ticket qu'on achète pour prendre le métro, pour prendre le bus, ne représente que 30% du coût de fonctionnement des compagnies de transport, RATP ou tout ce qui peut exister en province. 30%, pas plus. D'où vient le reste du coût du transport? Aide de l'État? Participation des entreprises au transport parce que leurs employés travaillent au transport. C'est vrai que chaque entreprise participe, donne un pourcentage pour que l'abonnement mensuel du transport revienne moins cher, mais il n'y a pas que ça. Les entreprises payent encore d'autres taxes exactement comme pour le logement. Tout le monde en France, c'est ce qu'on appelle le 1% logement. Chaque entreprise donne de l'argent pour qu'on puisse construire les logements. Parce que les gens qui travaillent dans leurs entreprises ont besoin d'être logés. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un parc immobilier complètement couvert. Au Congo, nous en sommes encore à chaque individu de décider avec son argent d'aller construire une maison dans laquelle il va habiter. Si bien qu'on n'affecte même plus les gens parce que c'est devenu tellement compliqué de trouver un logement, tout le monde est sur place. Vous êtes fonctionnaire, recruté dans un endroit, vous restez dans un endroit. Dans les années 70, les gens faisaient 3-4 régions du Congo avant de se fixer. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de gros travaux derrière, il n'existe pas de grosses industries capables de financer ces services-là. L'eau, l'électricité, le transport. On peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Un autre exemple, les voitures. Est-ce que vous savez qu'il n'y a que 5% des Français qui achètent des voitures neuves? 5%. 95% des voitures neuves sont vendues à des entreprises. Les entreprises, une fois qu'elles les utilisent, 6 mois, 1 an, 2 ans, revendent en seconde main. Et les particuliers, 95% des Français vont ainsi acheter les voitures avec lesquelles ils roulent tous les jours. Mais les entreprises... Mais ces véhicules, à la base, ne sont pas fabriqués. Pour les individus, si. L'idée est bien là, pour que les familles utilisent. L'idée est bien là. Mais les acheteurs de voitures neuves, 95% sont des entreprises. Donc, si vous n'avez pas d'entreprise à la base, vous ne pouvez pas bénéficier de toute cette chaîne de bienfaits, du développement, des bienfaits de la société moderne qui nous permet d'avoir des transports en commun, qui nous permet d'avoir de l'électricité, de l'eau. On peut donner des exemples comme ça à l'infini. Le pays a besoin d'être industrialisé. Il ne suffit pas de dire le pays est commandé parce que quelqu'un donne des signatures, parce qu'on donne des salaires. Ça, c'est un niveau de réflexion qu'on doit dépasser. C'est un niveau de réflexion sur lequel nous bloquons. Si on veut passer à la réflexion suivante, c'est l'industrialisation du Congo qui est nécessaire, qu'il y ait de grosses entreprises qui sont les véritables partenaires dans le développement du Congo, qui en financent une très bonne partie,
Et le peuple en profite à des coups bas et pour une dispersion, pour une distribution généralisée de ces biens et services. Voilà le travail qu'il y a à faire. Voilà le travail que M. Denis Sassou Nguesso ne fait pas. Il vient de promettre 1500 emplois ou 2500 emplois, je ne sais pas combien, dans l'armée. Voilà là où se limite sa réflexion. L'armée, la fonction publique. Mais ça ne crée pas de l'emploi, ça ne crée pas de la valeur ajoutée. On ne fait que tourner en rond. C'est là pour gérer des chômeurs. Les fonctionnaires sont là pour gérer d'autres fonctionnaires. Ce n'est pas là pour gérer des apports d'argent, des apports de technologie, des apports de développement. Et nous avons un noyau de Congolais qui travaillent dans ce qu'on appelle la fonction publique, c'est-à-dire les services du gouvernement, pour permettre à ce que la taxation se passe bien, pour permettre à ce que plus de personnes aillent travailler dans ces compagnies, pour permettre la création de richesses, pour permettre l'encadrement de tous ces efforts. Non. La fonction publique au Congo sert à gérer des fonctionnaires. La fonction publique sert à gérer la misère. Mais elle devrait servir à gérer le parc d'entreprises privées qui existe, le parc d'industries qui existe, le parc de capacités de production au fiotel agricole. Oh, fiotel, jamais de ma part, je viendrais rabaisser l'agriculture qui est notre moteur et notre essence. Mais l'administration est là pour gérer toutes ces choses-là. Mais vous avez chez nous des préfets qui sont dans leur préfecture, dont le travail est de gérer les autres fonctionnaires qui sont envoyés. Donc un préfet est là pour gérer les affectations, les directions départementales des autres fonctionnaires qui se trouvent dans ces circonscriptions. Voilà où nous en sommes. L'État travaille pour l'État, la fonction publique travaille pour la fonction publique. Ça tourne en rond. Il n'y a aucune capacité de production, aucune capacité d'enrichissement, aucune capacité d'intégration du peuple. Ce pouvoir, donc, paresseux, qui n'a plus rien à proposer, qui ne voit même pas la marche du monde, qui ne comprend rien, est là pour s'enrichir, pour se goinfrer, pour voler plus que de raison. On a volé pendant 20 ans. Dans le premier mandat, il avait déjà volé. Dans le deuxième, il vient encore voler. On met en prison les gens qui osent contester. On met en exil les gens qui osent dire le contraire. On le coupe le salaire, on fait ceci. On assassine les gens qui vont aux élections présidentielles. Et que fait le peuple? Ils sont incapables d'avancer et d'évoluer. Nous l'avons compris. Que faisons-nous? On attend que la deuxième génération des voleurs qu'ils ont préparés vienne prendre le pouvoir. On attend que chacun d'entre nous, que Motona Yaya Naye, que celui qui a son aîné là-bas au pouvoir, puisse aussi avoir une position comme ça. Moi aussi, je pourrais partir manger un morceau, mais tout le monde n'en aura pas. Mais on n'a pas tous des parents là-bas, on n'a pas tous des frères là-bas. Alors, peuple congolais, que faisons-nous? Que faisons-nous? Je vous appelle encore à la conscience et à l'action. Vous ne pouvez pas laisser passer ce genre de choses, ce genre de kleptocratie, mais c'est vous qu'on vole. Et voyez le ministre Mongala qui vient se pointer, regarde-moi, ouais, ce sont des âneries, le Congo va porter plainte. Mais le Congo est victime dans cette affaire-là. L'affaire concerne des individus privés. Monsieur Lucien Ebata, monsieur Denis Sassou Nguesso volent tous les deux de l'argent. Voilà l'affaire. Voilà l'affaire. Elle ne concerne pas l'État congolais. Elle ne concerne pas le gouvernement congolais. Oh que si. Elle concerne le gouvernement congolais, mais en tant que victime, c'est le Congo qui est volé. Donc vous ne pouvez pas aller dire le Congo va porter plainte pour diffamation, mais on ne diffame pas le Congo, on diffame M. Denis Sassou Nguesso et les deux personnes ne sont pas la même. Il faudrait qu'à un moment donné, ils arrêtent de se foutre de la gueule des gens. Si au Congo, M. Denis Sassou Nguesso et l'État congolais, c'est la même chose, ce qui n'est pas le cas, sinon ils ne se merderaient pas à cacher le vol qu'il fait. Ils diraient, je rentre dans ma banque et je prends mon argent. Mais en tout cas, la croyance qu'ils ont n'est pas valable dans les pays dans lesquels ces journaux-là sont publiés. Et il ne s'agit pas de jeu parce que la France-Afrique voudrait détruire Sassou Nguesso. Mais non, Libération est un journal libre, est un journal indépendant qui a mené son enquête. Et qui, une fois encore, nous ramène sur des jeux d'argent tribalo, pouvoiriens. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, organisons-nous. On ne peut pas tout faire. Moi qui vous le dis, j'ai d'autres sujets sur lesquels je suis, mais qu'il y ait des compatriotes qui aient porté plainte contre Denis Sassou Nguesso, qu'ils soient partie civile, ils auront accès au dossier, qu'ils nous informent, que ceux qui sont au pays puissent bouder, qu'ils puissent se plaindre. Nous avons des besoins, nous avons des souffrances, et on ne peut pas continuer à s'en foutre et aller voler de l'argent. Mais jusqu'à quand que M. Sassou Nguesso nous dise quel est le montant qu'il veut atteindre? Bill Gates, il veut atteindre le montant du fondateur de Amazon. Il veut atteindre la richesse de Bernard Arnault. Mais combien de centaines de milliards lui faut-il pour s'assouvir? Qu'il nous dise qu'on fasse des cotisations, qu'on lui rembourse et qu'il nous libère. Combien nous lui devons?
Peut-être qu'il y a un problème comme ça. Et que nous ignorons combien chaque Congolais doit mettre pour qu'on nous libère de ce voleur. Comment devons-nous faire? Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut qu'on se libère. C'est un pays détruit que nous allons laisser à nos enfants. C'est un pays empoisonné que nous allons laisser à nos enfants. Peuple congolais, tenez-vous prêts, rassemblez-vous, diffusez ce message, mettons-nous ensemble. Vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes nombreux à penser la même chose. Non, la corruption n'a pas gagné. Non, le vol de sa soulation n'a pas gagné. Non, ce n'est pas notre avenir que d'être ainsi exploité. Donc, pour ne pas en dire trop, chers compatriotes, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de vous abonner à ma page YouTube Hervé Maïka et nous reviendrons sur d'autres sujets pour continuer à nous conscientiser, pour continuer à avancer dans le sens de la libération de notre pays. Je vous remercie.